surtout. Je me tourne vers Vincent Herouette, puisqu'on va parler de l'Iran et des négociations qui sont, sinon au point mort, en tout cas en interrogation. Vous n'en savez rien? On n'en sait rien. Non, il faut avouer. Vous savez rien. Il faut avouer l'inavouable. C'est qu'on spécule. En fait, on sait. L'essentiel nous est caché. Vous savez, c'est comme dans les évangiles. Bon, déclaration de Trump. À nos yeux. Compte tenu Je ne sais pas ce qui se passe avec les Pakistanais. Laissez-moi parler. Compte tenu de ta profonde division, de la profonde division qui règne au sein du gouvernement iranien, ce qui n'est guère surprenant, et à la demande du maréchal Hassim Mounir et du Premier ministre pakistanais, il nous a été demandé de suspendre notre attaque contre l'Iran jusqu'à ce que ses dirigeants et représentants présentent une proposition unifiée. Bon, bah ça c'est clair quand même, ça c'est une info. Un nouveau délai. C'est un nouveau délai, on sait ça. Oui. Le Pakistanais est allé à Téhéran, est allé aussi en Arabie Saoudite, il a fait beaucoup d'allers-retours, ils voyagent, ils s'entremettent et ils bossent, ces gens-là. Bon. Et ils sauvent peut-être la paix mondiale. Bon, et je voulais vous faire écouter ce que disait Pierre Lelouch hier. Pardon. Je voulais vous faire écouter ce que disait Pierre Lelouch hier. C'est très très court, mais ce qu'on n'avait pas vu peut-être, l'élection des midterms, peut-être que Trump peut perdre le pouvoir avec des conséquences XXL. Écoutez ce que disait Pierre Lelouch hier soir, c'est très court. S'il perd les midterms, il va avoir 12 attaques en justice contre lui pour le destituer. Il risque tout. S'il perd les midterms, il ne va plus pouvoir gouverner. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Il risque tout. Oui, il sera. C'est important, ça. C'est en novembre. Il va les perdre, c'est certain. Mais vous n'en savez rien. Enfin, pourquoi vous dites ça? Vous savez les élections. Parce qu'on sait quel est le dernier président américain qui a gagné les midterms. Et c'est votre seul argument? Non, il a perdu. Son premier mandat, il a perdu les midterms. Il avait perdu les midterms et Biden les avait perdus aussi. Enfin, on sait que malheureusement. C'est la règle habituelle. C'est la règle habituelle. Donc il y a peu de raisons qu'avec le contexte de la guerre en Iran. Ils ont 2 ans pour agir. Et c'est d'ailleurs ils ont 2 ans pour agir et 2 ans après pour préparer leur réélection. C'est un gros problème de la politique américaine, c'est qu'ils ont que 2 ans pour agir parce que leur temps politique est extrêmement réduit. Et donc quand même. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec le président américain a quand même beaucoup plus de pouvoir par rapport au Parlement, au Congrès, que le président français. Par ailleurs, sur les attaques et sur les demandes de destitution, ça va prendre un temps fou. Moi, je veux bien, mais enfin, ça ne sera pas la fin de Donald Trump au mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Reagan avait gagné les midterms, me dit. Voilà, c'est Reagan. C'est ce qu'on dit. Ça remonte à quand même. Oui. Bon, je signale qu'on disait ce qu'on dit sur Trump aujourd'hui, on disait la même chose sur Reagan. Il comprend rien, c'est un imbécile, il travaille une demi-heure par jour, etc. Oui, c'était le même cirque, c'était pareil. Oui, je ne vais pas vous dire autre chose. On caricature. On disait. C'était moins excessif. On a soupçonné Reagan d'être sénile à la fin de son deuxième mandat, mais personne n'a jamais entendu le président américain éructer. Oui, c'est vrai. Donald Trump. Je suis d'accord avec vous. Il rend fou n'importe qui. Fait attention. C'est quoi la journée d'aujourd'hui? Hier, ça a quand même été la journée des dupes, vous savez. D'ailleurs, il y a 15 jours, c'était la même chose. Oui, mais alors, avant de signer le cessez-le-feu, il avait dit qu'il allait raser l'Iran et le renvoyer à la Aujourd'hui. Aujourd'hui, on attend de voir. On va voir qu'est-ce que les Iraniens vont présenter comme ligne de négociation. Est-ce qu'ils sont prêts à discuter et qu'est-ce qui va l'emporter à Téhéran? Alors déjà qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce que font les Pakistanais, mais on ne sait pas du tout ce que font les Iraniens. Ce qu'on voit, c'est que là, ces derniers jours, la tendance la plus dure, la plus idéologique, avait le dessus, c'est-à-dire le président de l'autorité judiciaire, d'une part, le porte-parole du guide, qui est toujours absent, toujours invisible, qui ont, l'un et l'autre, présenté tout compromis comme une capitulation inacceptable. Même toute négociation était une reddition. Donc il ne fallait pas aller au Pakistan. Et c'est eux qui ont réellement pris la main face aux 2 négociateurs qui ne sont pourtant pas des tendres, à savoir le ministre des Affaires étrangères, Arichi, et le président du Parlement, qui avaient été au premier round à Islamabad. Avec, parce que c'est là où ça devient intéressant, avec 70 personnes. Je veux dire, quand les Iraniens arrivent pour négocier, ils arrivent à 72, là, en l'occurrence. Avec les 70, c'est des gens qui ont fait les 5 ans, certains d'entre eux ont fait les 5 ans de négociations
avec les Européens autour de l'accord nucléaire de Vienne. C'est-à-dire c'est des gens extrêmement aguerris, connaissent tous les détails du dossier, et c'est des dossiers assez complexes. Bon. Et négocier avec les Iraniens, c'est une horreur. Ce que je veux dire, c'est que ça va durer des années. Hein. Là, on est parti pour que ça dure un bon bout de temps. Hein. Ah oui. Des années comme ça? À la négociation sur le nucléaire, ça va durer. Oui, mais il y a bien un moment. Mais le blocus ne peut pas durer des années. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Il faut se préparer à ce que le retour à la normale soit long. Pardon? Je pense qu'il faut se préparer à ce que le retour à la normale soit très long. Même si le détroit est réouvert, etc., ce ne sera pas la même chose qu'avant et les conséquences sur l'économie mondiale vont être très importantes. Pour nous, justement, les conséquences, bonne transition, parce que les gens qui nous écoutent... Les transitions, mais non, mais les gens qui nous écoutent... Vous êtes en forme en ce moment. Hein, j'ai l'impression que c'est vrai. Hein, je suis votre sparring partner. Non, mais vous êtes en forme, Eugénie Bastier. Elle a mis la tenue de combat en plus. Comment? Ah oui, vous avez. Bon, vous êtes en tenue de combat. Sarah Fenzari, faire le plein, la difficulté pour les Français. Écoutez, regardez. J'ai mis 89 €. Voilà. Donc je vous le dis, c'est énorme. Faire le plein est devenu un luxe et les annonces du gouvernement peinent à rassurer les Français. On a fait déjà beaucoup d'efforts depuis 1 mois et demi et là, ils nous annoncent ce matin qu'il va falloir faire encore 6 milliards de plus d'économies. Donc j'imagine encore des sacrifices. Face à la flambée des prix des carburants, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé plusieurs mesures pour soutenir l'activité. Et parmi elles, des dispositifs d'accompagnement pour les professionnels les plus touchés qui rassurent les concernés. Pour nous, c'est énorme parce que moi, je suis auxiliaire de vie, par exemple, et j'ai besoin de faire des trajets, les emmener au docteur, les personnes âgées, les emmener aux courses. Pour les simples automobilistes, ces annonces sont accueillies avec prudence, voire scepticisme. Bon, il faut voir si vraiment ça va aboutir, quoi. Moi, je suis très déçu d'une manière générale des pratiques de ce gouvernement. Du nord au sud de la France, en passant par les centres-villes, sans oublier les zones les plus dépendantes de la voiture, le litre de carburant coûte 2 € ou plus. Et à la pompe, la colère monte. Ils sont en train de nous emmerder avec leurs voitures électriques, là, qui sont hors de prix. Je crois que les gilets jaunes, ils étaient sortis en 2019, il n'y a personne qui est sorti. Hein, on est sorti quand on était à 1,50. Là, elle est à 2 et il n'y a personne dehors. Il fallait tous sortir en même temps. En attendant plus de précisions sur ces nouvelles mesures, les Français continuent d'adapter leurs déplacements au quotidien avec un budget carburant toujours plus restreint. Il y a des aides ciblées. On va écouter Roland Lescure. Le problème, c'est que quand Roland Lescure il parle, je ne vais pas dire que je ne comprends rien, mais on cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé pour savoir les aides ciblées. Donc écoutez-le et vous allez me dire ce qu'il faut retenir. Actif sur les 3 mois, avril, mai, juin, c'est-à-dire qu'on a calibré ça de manière à ce que pour ces gens-là, en moyenne, sur la base d'un plein habituel, ça représente 20 centimes par litre d'essence au plein. Ce sera un montant forfaitaire. On aurait pu faire plus compliqué, mais ça aurait été très complexe. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas être derrière chaque Français pour mesurer les kilomètres parcourus, lui demander des photos d'écran, de combien de kilomètres. Donc on a fait une aide en moyenne qui vise à être aussi équitable que possible, qui vise évidemment à être ciblée. Ça, c'est très important. Toutes les aides qu'on a faites sur les pêcheurs, agriculteurs, le bâtiment aujourd'hui, nouvelle aide, et les gros rouleurs, on souhaite être ciblés. Pourquoi? Parce qu'on souhaite évidemment pouvoir préserver nos finances publiques. J'ai du mal avec Roland. Quand il parle, j'ai du mal avec... C'était beaucoup plus clair, le Cornu. C'était beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus clair. C'est vrai qu'il y avait un exercice de pédagogie qui était plus efficace d'avoir le Cornu. En clair, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a à peu près 3 millions de nos concitoyens qui vont avoir le droit à une aide du gouvernement. Pour ça, ils vont déclarer le fait qu'ils sont éligibles. On parle des travailleurs qui sont les plus précaires. Donc il ne faut pas dépasser un plafond de revenus et il faut justifier le fait qu'on fait une certaine distance chaque jour ou à l'année. Et donc c'est du déclaratif. L'information qu'on a apprise ce matin par Maud Bréjon, qui était au micro de Laurence Ferrari et qui à mon avis est très importante, c'est que les aides ne seront débloquées qu'au mois de juin. C'est-à-dire que ceux qui vont pouvoir bénéficier de ces aides vont devoir encore attendre avant de pouvoir avoir... Alors c'est rétroactif certes, mais ils vont devoir attendre avant d'avoir... le retour de cet argent, 20 centimes en moyenne par litre de carburant, ce qui sur un plein est quand même assez significatif. Bon, écoutez, vous êtes plus clair, ils prennent un exemple. Bercy, non, mais vous seriez bien à Bercy, évidemment. Écoutez, quelques Français qui ont été interrogés et qui ont réagi à ces mesures. On ne peut pas aider tout le monde, donc je pense que si on a les moyens de payer son essence plein pot, on le fait, quoi. Ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas suffisant. Je suis très déçu
d'une manière générale, des pratiques de ce gouvernement. Les gens ne peuvent plus aller travailler. Demain, il risque d'y avoir des gilets jaunes qui vont descendre dans la rue parce que ça devient plus possible, quoi. Dans l'absolu, la France est un pays où il y a trop de taxes. Ils devraient faire comme tous les autres pays, à baisser. À mon avis, ça ne sert à rien. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas baisser les taux d'imposition sur les gasoil ou sur l'essence. À mon avis, personnellement, c'est un arnaque à l'État. C'est pas un aide. Ça aide à quoi? Remonter les prix à 50 centimes pour donner 20 centimes ou 10 centimes? Est-ce que c'est un aide? Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. On ouvre le chapitre politique, il n'y a plus d'argent. C'est l'argument des gilets jaunes, parce qu'on a entendu plusieurs fois là dans les... Oui. Les gilets jaunes sont sortis. Le contexte est quand même très différent. C'était des décisions du gouvernement à l'époque, les 80 km/h et la taxe sur l'essence. Là, c'est une situation internationale. Les Français, ils font la part des choses. Et ensuite, rappelons quand même, et je pense que c'est important de le rappeler, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a été réprimé très sévèrement dans la rue, et ça a dissuadé beaucoup de gens de sortir. Si les gens ne sortent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris des coups très chers, très sévères. Je pense que c'est un contexte qui est quand même très différent. Bon, ça dépend. Il y a les 1000 milliards de dettes, il y a Ah, oui. Je peux parler Je t'en prie. Non, et d'ailleurs, le gouvernement, je crois, a dit qu'il y avait eu un manque de recettes. Parce que... Et la consommation a baissé. Non, mais le vrai scandale... Il se moque de moi, je ne peux même pas... Terminé, pardonnez-moi. Non, mais il y a eu un manque de recettes, finalement, du gouvernement, parce qu'en fait, les gens consomment moins d'essence, parce que c'est plus cher. Donc, c'est d'ailleurs on voit bien la courbe de l'affaire en économie. Il y a eu une baisse de l'assiette, et donc, il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. 100 millions de moins dans les caisses de l'État. Donc, dire que le gouvernement a fait des bénéfices grâce à cette crise en gagnant plus d'argent, c'est pas vrai. Ils ont payé 6 milliards. Et en plus, les taux d'intérêt de la dette augmentent, ce qui fait qu'on a une charge de la dette qui augmente de plus en plus. Et c'est là où on voit à quoi ça sert d'avoir un budget sain de l'État. C'est justement pouvoir réagir en temps de crise. Et là, nous ne pouvons pas réagir. Nous sommes coincés parce que nous avons cette faiblesse structurelle de notre économie. C'est ça le vrai scandale. C'est pas que le gouvernement n'agisse pas, c'est qu'il ne soit pas en mesure de pouvoir... Olivier de Lagarde. Parce qu'il y a une information qui est passée un peu inaperçue hier. Mais les intérêts de la dette sont devenus le premier poste budgétaire en France. 64 milliards devant l'éducation nationale, 63 milliards devant la défense nationale, 57 milliards. Ce qui coûte le premier budget aujourd'hui en France, c'est juste de payer les intérêts de la dette. Il y a des tas de gens qui disaient mais non, mais la dette c'est pas grave. Voilà. Il y a 2500 tonnes d'or à moins 25 mètres. Je crois que c'est au Louvre, d'ailleurs, dans ce secteur-là. Ça représente, ces 2500 tonnes d'or, ça représente 1000 milliards, si on les vend. 1000 milliards. Vous voulez qu'on les vende? Mais qui va les acheter? On a Je pense que c'est la garantie de la soutenabilité, justement, de notre économie. C'est la réserve d'or. Mais j'ai vu que... La réserve d'or, c'est très important. Je suis évidemment pas un spécialiste, je peux rien vous dire là-dessus. J'ai vu simplement qu'une personne propose de les vendre, de le vendre. 2000, et c'est vrai que si vous avez des économies chez vous quand vous allez mal, vous vendez le patrimoine, vous vendez une maison, vous vendez... quand vous avez une dette... mais après, vous fragilité... Mais alors, ça sert à quoi? On peut vendre le château de Versailles aussi. Ou le Louvre. Le Louvre. Mais pardonnez-moi, mais si vous si quelqu'un veut acheter le château de Versailles, 1000 milliards... Vous le vendez? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. D'accord. Au moins une réunion de copropriété avant. Arrête pas de vendre. Bien sûr que non. Non, mais je demande la limite, moi. Mais si quelqu'un veut acheter la Tour Eiffel, par exemple, on a vendu. Si quelqu'un veut acheter la Tour Eiffel, vous la vendez ou pas? Non. 1000 milliards. La Joconde, oui. D'accord. Ah oui, la Joconde, c'est pas la Tour Eiffel. Non, c'est des symboles nationaux.